Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode du Comex de la saison, un épisode qui portera le sceau de l'amour et de la fraternité puisque nous évoquerons ce soir le sujet des supporters et de leur influence dans les clubs de football. À commencer évidemment par le cas de l'Olympique de Marseille qui a cristallisé ces dernières semaines les tensions entre dirigeants et supporters, venant raviver une crise diplomatique pourtant enfouie depuis quelques mois maintenant, et notamment depuis l'arrivée de Pablo Longoria en tant que président. Une crise diplomatique qui porte un nom, celui de Rachid Zerwal, leader des South Winners et personnage bien connu du milieu du supporterisme marseillais. Un homme dont l'influence au sein des tribunes du Vélodrome n'est plus à démontrer. Dans les années 90, au moment où Bernard Tapie délègue la vente de places au groupe Ultra, Zerwal est au premier rang, un positionnement qui lui permet d'affirmer son autorité, notamment vis-à-vis des présidents de l'époque, dont lesquels il aura la peau quelques années plus tard, à travers des méthodes parfois très limites. Les présidents Roussier, Marchand et Boucher en ont d'ailleurs fait les frais au début des années 2000. Quelques années plus tard, c'est Didier Deschamps qui se verra menacé par Zerwal au cours d'un dîner en ville, ce dernier lui promettant de lui décapsuler la tête de ses épaules s'il ne démissionnait pas de son poste d'entraîneur. Chose faite évidemment quelques mois plus tard. Pas le décapsulage, hein, le Oui, départ. la démission évidemment. Enfin, il est aussi l'un des instigateurs de l'attaque de la commanderie par des centaines de supporters il y a quelques mois qui visaient notamment Jacques-Henri Hérault. Cette fois, c'est donc Marcelino et dans une moindre mesure Pablo Longoria qui en ont fait les frais. Des pressions auraient été mises sur le président marseillais car on lui reprochait des malversations financières sur certains transferts et l'entraîneur marseillais a lui choisi de démissionner. Cette crise diplomatique intervient dans un contexte plus large de prise de parole des groupes de supporters. Le 3 septembre dernier, suite à la défaite cinglante des Lyonnais face aux Parisiens, le tout englué dans un contexte économico-sportif catastrophique, le capot des Bad Guns s'était fendu d'un discours en mondiovision soigneusement préparé et relayé par les caméras d'Amazon Prime. Le tout dans le but de critiquer l'investissement de certains joueurs, le manque de responsabilité de certains leaders et la disparition de la culture club, notamment chez certains jeunes du centre de formation partis s'exiler dans d'autres pays. Même constat en mars dernier à Lille, où les joueurs avaient été convoqués par les ultra-lillois après une victoire face à Montpellier, notamment pour ne pas avoir été applaudir les supporters lors du déplacement à Angers la semaine précédente. Situation similaire à Clérian Cler ouh là, pardon. Situation similaire à Clermont et Lorient ces dernières semaines et même à Reims ce week-end. Une succession d'événements qui interrogent une nouvelle fois sur le rôle accordé aux supporters et au groupe ultra. D'un côté, les directions sportives guidées par des intérêts économiques dont les supporters sont des acteurs essentiels, mais aussi des intérêts personnels et parfois dictés par le copinage. De l'autre, des groupes se revendiquant être les derniers garants d'une identité disparaissante, n'hésitant pas à utiliser la violence verbale ou physique pour faire valoir leurs intérêts. Et au milieu de tout ça, des diffuseurs dépendants du spectacle des tribunes et des instances qui refusent toute planification stratégique vis-à-vis des supporters et imposent régulièrement des mesures liberticides. Un joyeux bordel donc dont nous tâcherons ce soir de discuter de manière constructive dans le 4e épisode du Comex. Les supporters, un contre-pouvoir utile? Point d'interrogation. Les questions de pouvoir, il en a justement fait sa spécialité. C'est d'ailleurs comme ça qu'il gratte désormais toutes ses invites dans la corbeille du Parc des Princes. La forme, JB? Bah, écoute, ça va très bien. D'ailleurs, je rêve d'y retourner, hein, parce que les petits fours sont vraiment bons et la compagnie de Nasser est excellente. Voilà, ça m'étonne pas de toi. Demandez à un supporter bordelais quel DG il préfère, vous aurez une chance sur 2 qu'il préfère David Griezmann à David Guillon. Bien remis de cette sortie au Red Star, David? Parfait. Écoute, Parfait. je me suis, senti très près du peuple. C'était Ouais. peut-être trop en deuxième Tu te mi-temps. prépares pour l'année prochaine? Exa Oui, parce que comme le Red Star va monter, en fait, c'est vrai que Bah, on va avoir des beaux matchs l'année prochaine entre Lyon, Bordeaux, le Red Star et cetera. En Ligue 2, ça va être sympa. On pourrait avoir un Concarneau. chassé-croisé quand même entre le Red Star et Bordeaux si ça continue. Oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. plutôt ça que je ouais. Ouais. Ouais, j'ai bien compris, vu ton sourire, sarcastique que les auditeurs ne peuvent pas voir parce que nous ne sommes plus en live, j'avais compris le Bon, crevons l'abcès tout de suite. Rassure-nous, Thibaut, tu ne t'es pas inspiré de la dernière coupe de valeurs actuelles pour savoir qui sont les bons et qui sont les mauvais supporters? Non, non, non. Non, je suis pas abonné à Valeurs Actuelles. C'est dommage, il y avait Je un suis déjà super abonné au dossier. Figaro, c'est déjà pas mal. Ah bah, voilà. C'est, Mais je suis abonné au Monde aussi, je le dis immédiatement parce que les bah, gens vont c'est parce que tu es sursauter. extrême centriste, hein, je le rappelle Je suis évidemment. extrême centriste, donc je m'abonne, voilà, de manière équitable. Je m'abonnerai à Valeurs Actuelles le jour où je serai abonné au Monde Diplomatique, par exemple. Très bien. Il y a on a le temps de voir venir, je crois, hein. Bon Ouais. et enfin, semaine chargée pour notre globe-trotteur bourguignon, un comex, un épisode de Poteau Carré, un déplacement dans l'infâme ville de Newcastle pour finir par un nouveau match du Red Star. Quelle vie, Flo! Tout ça pour me rendre compte que le meilleur joueur que je vois chaque semaine évoluer sur les pelouses que je regarde à la télé, ça reste évidemment Gauthier, hein, qui est stratosphérique avec Auxerre en ce moment. stratosphérique. C'est fou. Je comprends pas comment aucun club de Ligue 1 s'est positionné sur ce joueur. La coiffure, je pense. Ouais.
C'est un élément qui marche plutôt pas mal. Bon, messieurs, vous connaissez la formule et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner et éventuellement à repartager notre podcast et puis si vous en avez les capacités, à nous faire des petits dons qui sont essentiels pour faire perdurer ce podcast. Vous avez évidemment tous les liens de notre compte Hello Asso sur lequel vous pouvez faire des dons, régulièrement, sur nos réseaux sociaux ou alors sur notre site internet. Vous en avez l'habitude. Messieurs, les supporters, un contre-pouvoir utile. Je vais donc laisser JB démarrer cette émission. Alors, nos amis les supporters, les ultras sont partout. Tout le monde en parle, on ne cesse d'en parler et ça tombe bien, ça permet à beaucoup de personnes de prendre la parole sans savoir de quoi ils parlent. Donc il fallait remettre les choses finalement en l'état, remettre l'église au centre du village, hein, ça rappelle à Thibaut, tout ça, et donc aller dans le sens des vraies valeurs. Un ultra, ça se permet des choses, ça se permet de hurler contre les chèvres, contre les gens du Nord, contre Messi, contre tout, contre Langoria et n'importe qui. Ça s'en prend aux traîtres, à Fiorez ou à Diani. Ça s'en prend à ceux qui choisissent l'argent au détriment de la loyauté. Et puis évidemment, ça crée des réactions, parce que le petit peuple des tribus n'est pas du genre à se laisser faire. Alors ils se font reprendre. Ils se font reprendre par les autorités politiques, par les supporters adverses, par tous les bien-pensants et par tous ceux finalement qui espèrent obtenir du buzz sur leur dos. Mais que sont-ils? Ça, c'est aussi la vraie question. Est-ce qu'on peut faire sans eux? Aujourd'hui, c'est une partie du spectacle. On l'a vu avec le Covid, un stade vide, c'est un peu comme l'Olympique sans bière, c'est un peu comme Val sans alcool. C'est tout de suite une fête qui est moins folle. Mais c'est aussi des consommateurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont présents dans les stades et vont dédier une partie de leur vie à un spectacle pour lequel ils ne sont pas rémunérés. C'est des passionnés, ultra au sens le plus strict, sont des tifosi, ils sont malades de leur club, sont des extrémistes de la cause aussi. Il suffit simplement de voir Flo et de lui montrer un maillot de Messi pour voir sa réaction. Il suffit de toucher à Lebris pour voir Thibaut sortir immédiatement. Bon, on est ici face à un objet qui est particulier. Le supporter, c'est d'abord un objet politique et géopolitique. Pourquoi? Parce que il représente, en tout cas, il se pense et se veut, et parfois est conçu comme un contre-pouvoir, à tel point qu'on les réprime en Égypte, qu'on les a contrôlés en Algérie et en Turquie. Et puis on voit que leurs droits sont limités aussi en France. C'est quand même l'une des rares catégories de Français auxquels on interdit de changer de département au nom simplement de leur passion sportive. Donc en soi, ils sont une sorte de laboratoire politique. C'est sur eux qu'on teste des lois liberticides. C'est aussi sur eux qu'on teste les prochains buzz médiatiques. On l'a vu avec une caste bien particulière, celle des dégommeuses et de nos chers amis d'Europe Écologie Les Verts qui sont essayés à être des ultras et qui, contrairement au collectif Ultra Paris, se sont fait gentiment reprendre par le service de sécurité du Parc des Princes. On n'est pas ultra parce qu'on a décidé de l'être, on l'est parce que c'est un style de vie. Et ce style de vie, il est particulier. Les ultras, c'est un acteur du pouvoir, mais c'est un acteur sans argent. C'est un acteur qui se réclame d'un ordre auquel il participe de loin, qui fait finalement que critiquer. Et puis c'est un acteur qui a des manières quand même déplorables. C'est pas des gens qui sont finalement ouverts aux mêmes codes sociaux que leurs dirigeants. On va dire qu'ils sont tous sauf lyophilisés. Il suffit de voir là encore, David, quand Bordeaux perd. On est très loin finalement de l'image du financier policier avec la petite cravate, etc. Non, non. Il a déjà brûlé des poubelles à Bordeaux. Ce qui consiste simplement à renverser un papier et le laisser par terre. Bon. Mais ça, c'est une méthode bordelaise. Ce qu'on voit ici, c'est que l'ultra et le supporter, ce sont d'abord et avant tout des gens qui s'expriment, non pas avec des mots, mais plutôt avec des fumigènes, des haut-parleurs et des tifos. Et de l'Olympique jusqu'au parc, de l'Oasis à Marseille jusqu'aux confins monégasques où se battent 3 supporters en goguette, on va se rendre compte que c'est un objet de discussion sans fin. Et ça tombe bien, c'est à Thibaut de prendre la parole et à David d'enchaîner. Non, c'est David, je crois, hein. C'est David d'abord, ouais, on va enchaîner avec David d'abord. Ouais, d'ailleurs, ça m'arrange en fait que tu me compares aux ultras bordelais parce que j'ai eu une longue et constructive discussion avec Florian Brunet, donc le responsable des ultramarines, qui est quelqu'un d'assez connu pour préparer justement ce corps de ce podcast. Donc il a eu la même si on a énormément de points de désaccord, il a eu la gentillesse de me répondre, tout en sachant que, on n'allait pas forcément aller dans son sens, donc merci à lui. Moi, je me suis placé du côté de l'investisseur. C'est-à-dire que les ultras, les supporters, tu l'as dit, JB, ils sont utilisés pour mettre en avant le produit Ligue 1, mais est-ce que doivent être pris en compte
dans le business plan ou le plan de trésorerie, le plan de financement de l'actionnaire? Est-ce que ça peut être une source de revenus? Est-ce que ils sont destructeurs de richesse? Est-ce qu'on peut faire sans? J'ai 2 précisions, moi, liminaires, qui me paraissent absolument essentielles parce que je pense que l'investisseur d'un côté et les supporters de l'autre ont une vision floutée et inexacte de leur propre rôle. Du côté de l'investisseur, j'ai l'impression qu'il ne faut pas, quand il acquiert quand on achète un club de football, on détient la pleine propriété de celui-ci. Acheter un club de foot, c'est un peu comme acheter un immeuble classé. C'est que certes, on peut y habiter, certes, on peut l'exploiter, certes, on peut en tirer des revenus, certes, on peut l'embellir, on peut l'améliorer, mais on peut pas le démolir. On peut pas Le club de foot français, en tout cas européen, n'est pas une franchise. Il s'est attaché à une territorialité, le transférer et de la même manière que, un immeuble classé pour, effectuer des changements importants, on a besoin de l'accord en fait des l'architecte des Bâtiments de France. Et ben ces supporters, quand on achète un club, c'est les architectes des Bâtiments de France. C'est-à-dire que ils sont les garants, autoproclamés, ça, je vous l'accorde, d'un certain socle qui transforme et le propriétaire en ce que les Anglais appellent c'est un custodian en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction. C'est un gardien, un tuteur légal en quelque sorte, qui doit préserver justement le bien-être d'une organisation ou d'une personne physique. Et de ce côté de l'investisseur, pour moi, c'est essentiel de voir en tête que tu il ne sera jamais en pleine propriété du club. Qu'il le veuille ou non, il devra composer avec des colporteurs et encore plus des ultras qui vont et ça, c'est de toute façon impossible à changer, inaltérable, restreindre quelque part sa marge de manœuvre, de façon plus ou moins grande en fonction de son degré de coopération. Mais du côté ultra, il y a aussi une précision très importante et pour moi fondamentale et je pense que c'est vraiment le point fondamental de mon intervention, c'est que si l'actionnaire est un débiteur moral, c'est-à-dire que l'actionnaire doit respecter l'institution, doit respecter des valeurs, doit respecter des principes, doit respecter l'image et la territorialité du club, il ne peut en aucun cas, ni lui, ni les joueurs d'ailleurs, être soit un employé, soit un obligé. Et surtout pas au point de vue économique où les supporters ou les ultras se plaisent à dire: «Ah mais sans nous, vous savez, il y a plus de club». D'un point de vue économique, c'est faux. C'est-à-dire que je suis allé tirer les comptes des NCG 2021-2022 des clubs. J'ai pris des clubs qui possèdent son stade, un club donc Lyon, un club moyen, Clermont, un club qui est descendu Angers et le club phare, le PSG. Lyon, La c'est un club moyen aussi, hein, tu la oublié de le préciser. la billetterie représente entre 8 et 10. C'est constant. Donc en fait, même du point de vue économique, j'exclus les droits télé parce que de toute façon, on peut être en grève contre son club ou ne plus supporter son club et payer des droits télé pour regarder la Ligue des Champions, par exemple. Économiquement, le supporter, donc l'ultra, représente une part minime. Donc il n'a pas forcément de capacité de chantage par rapport à l'actionnaire. Et je reviens donc à la précision du rôle de l'actionnaire. L'actionnaire, l'investisseur a une obligation de moyens. C'est juridique, c'est défini par le code civil, c'est que ce débiteur moral, l'actionnaire, doit tout mettre en œuvre avec toutes les ressources possibles qu'il a à disposition pour accomplir la prestation convenue, c'est-à-dire prendre soin du club et aucunement obligation de résultat, où là, le débiteur est tenu à la délivrance d'un résultat prédéfini. Et justement, ça m'emmène au fait de devoir et de me prononcer pour un précaré, un domaine réservé de l'actionnaire qui serait complètement sorti de la compétence des supporters, c'est le sportif. Au nom de cette obligation de moyens, les supporters, les ultras peuvent protester, peuvent manifester, peuvent demander, peuvent contester, mais en aucun cas exiger. Et moi, dernièrement, c'est que
il y avait cette espèce de c'est ce qu'on appelle la convocationnite, une épidémie de convocationnite à la fin des rencontres, où quand le résultat est est négatif, les supporters se pensent investis par le droit tout-puissant du billet acheté ou des efforts consentis, demander une obligation de résultat. C'est abs Pour moi, c'est franchir la frontière. Autant je comprends que les supporters aient le droit de revendiquer, mais cette obligation de résultat, ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Un supporter non actionnaire ne peut pas avoir une obligation de résultat et demander une obligation de résultat envers son joueur. Les joueurs n'ont une obligation de résultat qu'envers leur actionnaire et leurs actionnaires n'ont une obligation de résultat qu'envers leur investisseur. C'est très important de marquer cette. Après, ça ne veut pas dire que les supporters sont condamnés à être des victimes passives de crise de résultats ou doivent être réduits au chant, au drapeau, au tifo. La phrase du supporter: «Ça supporte et ça ferme sa gueule», je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord. Pourquoi? Parce que la question, c'était les ultras, un contre-pouvoir utile. Et oui, le supporter est un contre-pouvoir utile quand il y a une méthode un échange et une coopération un peu à l'allemande. C'est-à-dire que les syndicats allemands qui sont plus dans la discussion en continu, pas forcément officielle, que dans la confrontation. Peut-être parce que le fait, il tire aussi une légitimité élective énorme par rapport à nos syndicats français. Mais il y a de nombreux exemples récents, y compris chez moi, et ça en discutant avec Florian. Et encore une fois, je ne suis pas d'accord avec son ingérence régulière dans le sportif. On n'est pas du tout d'accord au niveau du curseur, de la limite de l'intervention des supporters. Mais le fait est ACP qui a précipité notre chute financière à racheter le club, c'était un des premiers avec l'opération Hands Off FCGB et avec les Girondins Leaks. Il faut savoir quand même que les ultras ont «transgressé» entre guillemets la loi à Bordeaux en faisant fuiter des réunions internes où des actes délictueux étaient clairement mentionnés. Donc dans le bien de l'institution, ils étaient même allés jusqu'à transgresser la loi pour justement préserver le club du danger évident, et d'ailleurs qui s'est avéré, que le club des Girondins de Bordeaux encourait. Idem pour le collectif Renaud de la Negra. J'ai l'impression que parfois, il y a une espèce de racisme social quant aux ultras, où les ultras, parce qu'ils crient plus fort que les autres, parce qu'ils s'expriment pas forcément tous bien, en tout cas les porte-paroles, ou pas tous les porte-paroles, parce qu'ils agitent des drapeaux, ils seraient incapables de comprendre les enjeux en fait, auxquels les investisseurs font face. Mais le collectif Renaud de la Negra, moi, j'ai parlé à son représentant. C'est des gens qui ont quand même été en mesure intellectuelle, de parler non seulement avec 777 Partners, qui est un fonds d'investissement, mais avec Réalité, pour orienter en fait le projet de développement du nouveau stade. Donc, s'il y a une coopération un peu à l'allemande, une coopération en bonne intelligence, oui, les ultras peuvent être un Attention avec les contre-pouvoir. coopérations allemandes, hein, quand même, hein. Oui, non mais j'ai pas dit la collaboration, je dis une coopération. Mais oui, mais les ultras peuvent être un contre-pouvoir utile. Voilà. Tu le laissé passer. Thibaut, je te laisse enchaîner. Ouais, alors on voit, merci, David, merci JB. On voit, qu'il y a et je reviens un peu l'intitulé, 1er, les supporters, un contre-pouvoir utile. On voit que la question que ça pose dans vos interventions, la question philosophique, si je puis dire, c'est la question des sources du pouvoir et des sources de la légitimité en particulier. La source du pouvoir légitime, si je puis dire. C'est-à-dire d'où vient, ce pouvoir qu'il faudrait invoquer pour s'y opposer. Un contre-pouvoir se définit comme étant, un pouvoir contre, hein. C'est peut-être une inversion qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'on se sent investi d'une certaine mission qui permet de s'opposer à des décisions. C'est le cas de syndicats, c'est le cas d'organismes représentatifs qui sont là, non pas pour, éventuellement, proposer, des évolutions normatives et des partis politiques. Le syndicat, il est là pour défendre des intérêts de classe, hein, pour parler comme, les marxistes. Il est là pour défendre des intérêts de classe, sans que ce soit, illégitime, bien au contraire.
Après, il y a différents types de syndicats qui représentent tel ou tel type de population, tel ou tel type d'industrie, de branche, et cetera, et cetera. La particularité de la France, c'est que le 95 des syndiqués, sont, fonctionnaires, et parmi, ces, non, c'est l'inverse. Enfin, faut pas dire ça comme ça. 5 des salariés sont syndiqués, et dans ces 5 95 sont fonctionnaires. Donc et pour autant, ce sont des syndicats représentatifs. Ils sont représentatifs au nom de la loi, au nom des directives de 45, et au nom, de la légitimité que lui donne le cadre normatif français. La loi française, par décret, désigne 5 candidats, 5 syndicats représentatifs, alors qu'ils ne pèsent démocratiquement parlant quasiment rien dans le corps des salariés français, mais en revanche, ils sont investis d'une mission. Alors, c'est pas parce qu'ils pèsent rien qu'ils sont pas forcément moins légitimes, mais ils ont une légitimité qui est d'une autre nature. Je ferme la parenthèse sur les syndicats, c'est important de le rappeler pour évoquer la différence qu'il peut y avoir avec des groupes de supporters, en particulier des groupes ultras. Alors, contre-pouvoir utile, je crois que pour comprendre cette formulation et comprendre le sens du débat apparaître encore, hein, avec la question de ce qui se passe à l'OM notamment, les coups de pression, la manière de «négocier» tout ça entre guillemets, de Rachid Zeroual et ses copains, à l'égard de la direction marseillaise. On a vu que les camps étaient pas si clairs que ça, hein, tout le monde s'est pas mis à défendre Longoria, et tout le monde s'est pas mis à défendre les supporters. C'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment moite-moite. Certains vont dire: «Ah bah oui, mais sans violence, sans coup de pression, on n'obtiendra rien». Les autres, n'a pas sa place dans une négociation, à l'intérieur d'un club de football. Et les 2 positions peuvent être compréhensibles, hein, mais elles s'opposent diamétralement, sur les moyens de la discussion. Elles ne s'opposent pas sur la pertinence de la discussion, en revanche, elles s'opposent sur les moyens de la discussion et les conditions de la discussion. Donc on a vu que c'était un débat qui était omniprésent. Je pense que pour comprendre ce débat-là, il faut revenir un peu à ce qu'est l'essence d'un club, et en particulier, pardon, de l'exercice du pouvoir dans les clubs. D'où vient le pouvoir? Dans une entreprise, on sait, c'est le propriétaire, qui est généralement à la tête de l'organigramme, et les relations hiérarchiques font que il y a assez peu il y a plein de problèmes, mais il y a assez peu de problèmes de pouvoir, hein, si ce n'est des pouvoirs individuels. Mais la hiérarchie est assez claire, en tout cas elle est censée être assez claire, et le pouvoir est au capital, si je peux dire. Hormis les syndicats et autres contre-pouvoirs possibles, mais contre-pouvoir, ça se définit en rapport à un pouvoir central qui est dans le football, on est dans une situation très différente en réalité, et il y a plusieurs sources de pouvoir, sou plusieurs sources de pouvoir légitime, si je puis dire. D'abord, donc capitalistique, on l'a vu, c'est le propriétaire. Ça, c'est commun, à toutes les entreprises privées, toutes les sociétés commerciales. Le pouvoir, est à celui qui met l'argent, qui investit. 1 € égale une voix, et pas une personne égale une voix. C'est la différence avec les associations. Une entreprise, c'est une organisation capitalistique. Donc plus on met d'argent, plus on a de pouvoir. Alors on peut le regretter, on peut trouver ça scandaleux. C'est l'organisation capitalistique, standard que vous retrouvez dans les grands, codes de commerce, et toutes les sociétés capitalistes, c'est-à-dire, 99 des sociétés dans le monde. Donc le pouvoir capitalistique. Donc, à l'OM, c'est Franck McCourt. À Paris, c'est, QSI. Ensuite, deuxième source de légitimité, la légitimité institutionnelle. Là, c'est l'organigramme. C'est Pablo Longoria. L'idée que la légitimité vient de sa place dans l'organigramme du club, et donc de sa nomination, par le capital comme, directeur exécutif. Celui qui va mettre en œuvre la politique du propriétaire. C'est l'équivalent du gouvernement, si on voulait faire un parallèle avec la vie institutionnelle. Donc légitimité institutionnelle, légitimité capitalistique. Pour l'instant, pas grand-chose de différent avec une société commerciale, standard. La différence aux sources de légitimité, il y en a 5, j'en ai identifié 5. La première est une légitimité sportive, parce qu'il est faux de dire que seuls les dirigeants gouvernent dans les clubs. Il est faux de dire que seuls les dirigeants sont écoutés, ont de l'influence, décident. Les joueurs ont un rôle central. Un joueur comme Kylian Mbappé, par exemple, tire sa légitimité d'une légitimité sportive, c'est-à-dire de ses performances, la qualité de ses performances sur le terrain.
plus il acquiert de pouvoir symbolique, de pouvoir de pression, de pouvoir d'exécution à l'intérieur d'un club. On n'a pas envie de se fâcher avec lui, on n'a pas envie d'avoir de problème avec lui, on sait qu'il est capable de s'exprimer, on va l'écouter. C'est donc Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est autre exemple. Bon, à Marseille, j'ai du mal à en voir. À Tu as eu Lyon, Payet pendant Lacazette. tu as eu Payet pendant longtemps. Ouais, Payet, Honda, Lacazette à Lyon. Ce sont des joueurs qui ont acquis leur autorité, Yohan Barbet à Bordeaux. ouais, à Bordeaux, acquis leur pouvoir, ou en tout cas leur autorité, on va pas faire de distinction ce soir, de leur performance sportive. Ça, c'est essentiel parce que ça, c'est déjà un élément. C'est comme si. Alors, j'en ai encore deux, donc je vais faire un petit peu plus long, mais juste pour que ce soit bien clair. Une légitimité sportive, c'est comme si un ouvrier, tout à coup, avait le pouvoir parce qu'il était beaucoup plus productif qu'un autre. Voilà, c'est un peu ça l'équivalent, si on voulait comparer. On voit bien que c'est un petit peu différent dans les clubs sportifs. Quatrième source de légitimité de pouvoir médiatique. Un club de football est soumis aux jeux d'influence locaux et en particulier des territoires dans lesquels il est déployé, et souvent ça prend la forme d'une présence, d'une surexposition médiatique locale. On parle de PME qui font. Hugo Gourlian l'autre jour à l'after qui nous a raconté voilà, que le chiffre d'affaires de Lens c'est 170 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan d'Amber Capital, même si c'est un investissement personnel, c'est malgré tout une goutte d'eau au regard, et encore lui il a investi je crois à 20 millions, David tu me corrigeras. Ouais, tout à fait. Euh, Enfin, voilà. 20 millions initial, mais il a comblé jusqu'à 70 millions d'euros quand il était en Ligue Voilà, 2. bon, jusqu'à 70 millions, il a fait la culbute à 170. L'importance médiatique d'une entreprise minuscule, comme peut l'être une PME comme un club de football où il y a une cinquantaine de salariés, est sans commune mesure. Il n'y a pas d'entreprises qui ont une telle exposition médiatique et pour si peu de chiffre d'affaires. Parce que finalement, très peu les chiffres d'affaires d'un club de football. Faudrait comparer avec les chiffres d'affaires des grandes entreprises françaises, mais on est sur quelque chose de Bah, L'Oréal, par exemple. 5 milliards de résultats nets. Ouais, De résultats nets. tout à Donc fait. un chiffre d'affaires, on est sur un truc monstrueux. Bah, Mais après, en fait, comparé moi, avec L'Oréal, j'avais comparé, en fait, si tu veux, c'est les grosses PME de ouais, construction du bâtiment local. ouais, C'est ça, en fait, si tu veux. Ou alors, c'est le chiffre ouais, d'affaires d'un gros hypermarché de province. voilà. C'est ça, bah, voilà, d'un gros supermarché. Et il n'y a pas pour autant de pub Leclerc où on n'entend pas pour autant tous les salariés de Leclerc de Nogent-sur-Oise dans la presse se plaindre de leurs conditions de travail assez Et peu. Ou surtout, alors personne ne vraiment, connaît le franchisé de Leclerc de voilà, Nogent-sur-Oise. de Nogent-sur-Oise. Malheureusement, peut-être un brave homme ou brave femme, peu importe. Donc, légitimité médiatique, je récapitule, institutionnelle, capitalistique, sportive, médiatique, et la dernière qui me semble, et c'est celle-là dont on parle ce soir, qui est la légitimité affective. La légitimité affective, c'est l'idée et c'est là vraiment, je crois, la particularité d'un club de football. Tous les autres, on peut arriver à encore, médiatique, affective, c'est la seule dont on peut dire qu'elle est strictement footballistique, strictement propre au monde du football. C'est que quiconque aime un club se sent autorisé à exercer un pouvoir dessus. Quiconque s'identifie au destin d'un club se sent autorisé à donner son avis sur la gestion du club. Et je vais dire, même ceux qui ne sont pas euh, identifiés ou qui simplement aiment le football se sentent autorisés, je suis bien passé pour le dire, pour donner son avis sur la gestion de tel ou tel club, bien qu'ils n'y connaissent ou alors on n'a absolument aucune idée de l'état, par exemple, des comptes ou des relations humaines à l'intérieur de cette entreprise. Donc, et tout cela au nom d'une identification affective, sur l'idée que c'est le sentiment, la passion, la proximité personnelle qui va légitimer le discours. Et le problème, et c'est là, pardon, je termine, c'était très long, j'ai fait un cours là, je suis désolé, mais c'était pour que ce soit bien cadré. Le problème, c'est que cette légitimité affective, et d'où toujours moi un peu mon scepticisme à l'égard de l'excès de pouvoir qu'on peut accorder à des groupes de supporters, c'est que la légitimité affective, autant institutionnelle, médiatique, sportive, on arrive à la chiffrer, on arrive à la circonscrire, hein, mais institutionnelle, on sait, bon, il y a un organigramme, capitalistique, bon, bah voilà, on a compris, 1 € égale une voix. Sportive, bon, bah, un joueur avec des performances, c'est facile. Médiatique, bon, bah, c'est un journal,
de tel organe de presse, mais affective, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que Des likes Instagram, non? il y a des likes Instagram, on peut peu importe, enfin, en l'occurrence, les likes servent à objectiver ce lien-là. Mais la difficulté du lien affectif, du lien d'affect, du lien de passion, c'est qu'il est sans durée, donc il peut être instantané. Il y a personne qui va te dire, tu as écrit un tampon pour te dire, voilà, tu aimes ce club depuis telle date. Impossible à dire. Ça peut être cité. Chacun va s'autoproclamer le vrai supporter. C'est le fameux débat sur le vrai supporter du club. Donc Souvent l'un est lié à plus la intense. territorialité d'ailleurs, hein, mais À Marseille, c'est ça. C'est les gens qui sont pas à Marseille peuvent pas comprendre Marseille. C'est un principe de distinction, quoi. Le mauvais supporter, c'est toujours l'autre. Hein, c'est jamais, personne ne s'autoproclame mauvais supporter de son club. C'est toujours l'autre, le mauvais supporter. Et troisième sujet, ça revient un peu à ce que tu dis, David, c'est le contexte. Où est-ce que je me trouve? À quel moment? Ça, c'est extrêmement variable. Et ces 3 données, durée, intensité, contexte, font que toute forme de collaboration avec les groupes ultras est fragile parce on est incapable de la circonscrire dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait qu'on a affaire à quelque chose d'extrêmement mouvant et d'extrêmement déstabilisant pour un club. Quand tout le reste de la hiérarchie est stable, celui-là est absolument instable par nature. Donc il n'y a pas de groupe ultra qui va être capable de se rationaliser. Sinon, c'est plus un groupe ultra. Ce sont des actionnaires, ce sont des sociaux, c'est autre chose. C'est plus des groupes ultra, c'est plus des groupes de supporters. Et quand on voit, et je terminerai là-dessus, les images vraiment consternantes d'ultra devant des joueurs en ligne qui le font, initiative, pourquoi pas, mais alors que les autres s'y mettent par pur mimétisme et par pur grégarisme et bêtise généralisée de faire ce que l'autre a fait, pour moi, c'est absolument consternant et je trouve que ça ne fait que décrédibiliser encore un peu plus, à mon sens, le mouvement ultra. Merci beaucoup Thibaut, c'est parfait parce que j'avais complètement abandonné mes cours de philosophie en terminale, donc voilà, j'ai pu m'en on peut couper Flo, on a été un peu long, non? Ouais. Flo, merci d'être venu, c'était cool de t'avoir. Ah désolé, là, j'ai fait 20 É minutes, là. évidemment, non, un petit peu moins, mais c'était très bien. Flo, je vais te laisser évidemment faire ta petite, revue de presse hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire, mais même 2 semaines de revue de presse C'est et vrai, d'actu foot à rattraper puisque c'est une double dose de bonheur en plus. Et c'est peu dire qu'on a vécu 2 semaines de folie. Un ami qui suit le foot depuis loin, depuis quelques années, me disait: «C'est quand même magnifique ce sport entre les ultras marseillais qui font dans l'assimilation et l'intégration d'une direction ibérique qui a pu découvrir l'hospitalité locale, l'OL qui se remet très bien de ses points de pénalité du début de saison et vient de repasser dans le positif avec un point au compteur, ou encore le Parc des Princes qui fait dans la promotion de la diversité avec des chants d'une grande inclusivité». Bon, plus sérieusement, on débute cette revue de presse double hebdomadaire, on va dire, sur les parquets, avec malheureusement, David, les 2 défaites honorables en une semaine de Saint-Quentin face au Paris Basket et à l'AS Monaco. Des résultats qui restent familiers pour toi, David, et qui ne changent pas trop de tes week-ends à supporter les Girondins. Alors oui, messieurs, je vous l'accorde bien volontiers, on s'en fout. Mais depuis que David nous a dit qu'il suivait avec attention l'actu sportive de sa région natale dans le quotidien, enfin dans l'hebdomadaire L'Aisne Nouvelle, Non, je peux vous dire que je vais quotidien. suivre avec quotidien. Et ben, en tout cas, je peux vous dire que je vais suivre tout cela avec attention. Et autant vous dire que j'irai probablement faire quelques petits tours dans la rubrique faits divers de cet hebdomadaire Picard. Mais pour cette semaine, il faudra se contenter de ça et la qualif de l'Olympique Saint-Quentin, pensionnaire de N2 pour le 5e tour de la Coupe de France aux dépens de l'ISS Cressois. Cressois. On quitte l'Aisne. Je suis sûr que tu as joué sur ce terrain là-bas en plus, tu vois. Fatalé, merci. Un jour, David, il faudra qu'on raconte ces histoires incroyables de quand on s'affrontait comme dans l'Oise, et on était toujours rivaux pour le même poste. Tout à fait. Ah, on avait 2 auditeurs, on les a tous perdus. Voilà. Vu que ça n'intéresse personne, nous gardons cette anecdote. Bon, on quitte l'Aisne, on a déjà passé bien trop de temps pour prendre un bol d'air frais, grâce à une enquête de Vincent Bresson et Alexandre Aflalo pour l'Équipe Magazine sur la progression du tabagisme chez les footballeurs et notamment sur les changements de mode de consommation initiés par les plus jeunes. Une enquête qui ferait presque passer Verratti, Cruyff ou Barthez pour de ringards clopeurs, tant la cigarette est aujourd'hui délaissée par les plus jeunes, au bénéfice de la chicha d'après-match, mais surtout par le nouveau fléau dans les centres de formation, le snus, originaire de Suède. Des petits sachets remplis de tabac séché qui se sucent en s'insérant entre la lèvre et la gencive. Alors, on ignore bien évidemment encore à ce stade si la démonstration pratique a été faite aux jeunes par Jean-Marc Morandini, mais le snus est en vogue aussi chez les pros. Mais c'est surtout la préoccupation des éducateurs dans tous les centres de formation. Une pratique qui s'est démocratisée chez les jeunes talents dont l'utilisation, bien moins nocive, visible ou odorante que la clope, serait devenue courante, et ce même pendant les entraînements, allant pour certains tabacologues et médecins jusqu'à poser la question d'un potentiel usage dopant. De dopage, il pourrait également être question lorsqu'on parle de multipropriété.
Alors que la FIFA vient notamment d'ouvrir une information de suivi pour le transfert d'Ernest Nuama, acheté plus de 20 millions d'euros cet été par Molenbeek, l'autre club de John Textor, pour être prêté dans la foulée à l'Olympique lyonnais, pourtant drastiquement encadré par la DNCG. L'occasion de se pencher sur un article dans la revue de l'After de notre banquier économiste préféré, David Glusman, le Jordan Belfort de 11e art, qui nous permet de mieux saisir l'impact de la multipropriété, où des requins menaçants pour l'écosystème du foot européen ne cessent d'étendre leurs empires, alors que 40 propriétaires affamés se partagent déjà 180 clubs dans le monde, avec plus de 5000 joueurs dans leur escarcelle. Et David, contrairement à vous, messieurs, ce n'est pas qu'une plume qui balance des punchs acérés bien rangés derrière son petit bureau confortable. Non, David fallait voir hurler ce mépris social et dénoncer cette lutte des classes version ballon rond en Rino Della Negra il y a 2 semaines contre Avranches. Tribune honneur latéral ouest, au plus près des ultras, les Sandans comme il aime les appeler, en train de chanter 777 Not Welcome et Haddad démission. Patrice Haddad avec qui tu aurais pu partager tes vendredis soirs, mais dont le destin t'a finalement séparé. Le tout en baggy, faut Le, préciser. Hein. le tout en bague. Bon, en vrai, David, évidemment, on t'a démasqué. Tu fais juste du repérage à Bauer pour analyser les futurs adversaires de Bordeaux l'année prochaine en Ligue 2, si le Red Star monte, ou bien en National, non, pourquoi pas David. Autre David, autre destin. David Guillon ne devrait pas s'éterniser chez les Girondins. Mais il pourra se consoler en se disant qu'on peut être premier de son championnat et pourtant être sur la sellette. Un peu comme Jorge Jesus, leader invaincu du championnat saoudien avec Al Hilal, mais que sa direction a pourtant informé de la possibilité de le limoger, comme le relève le quotidien portugais O Globo. En cause un nul en Ligue des Champions asiatique face à un vulgaire club ouzbek, mais surtout sa star, Neymar, qui selon le média catalan Sport aurait réclamé sa tête à la direction. Coup dur pour le Antoine Comboiré du rez-de-chaussée qui avait pourtant rejoint l'Arabie Saoudite il y a seulement 3 mois. La misère est plus belle au soleil, il est mignon, mais il s'est quand même bien planté, Aznavour. Hein. Comme chanteur, c'est sympa, mais alors en tant qu'expert foot ou géopolitique, c'est très très moyen. Ça c'est sûr que JB, c'est pas toi qui aurais dit une connerie pareille. Et heureusement que t'es là d'ailleurs pour nous éclairer dans ce monde où plus rien ne va, où les Russes et les Iraniens défendent nos amis arméniens contre les Azéris et leur pote Erdogan. Putain, rien compris, rien compris. Tout fout le camp. Et voilà maintenant que l'Algérie a retiré à la veille du résultat sa candidature la semaine dernière pour l'accueil de la CAN. Le tout quand elle a compris que le Maroc, avec qui les relations diplomatiques sont, plus que tendues, allait emporter l'organisation de la compétition 2025. C'est fou ce bordel, parce que maintenant, même Zemmour, il ne sait plus quel arabe il doit détester s'ils se foutent sur la gueule entre eux. En tout cas, JB, tu l'expliques dans cet article pour Le Monde, cet épisode ne va pas renforcer la crédibilité de l'Algérie lorsqu'elle sera candidate à l'organisation d'une nouvelle compétition sportive, ni bien sûr arranger ses relations avec la CAF. Sans transition, un peu de culture, messieurs, et qui dit culture dit Thibaut Leplat, qui participe à la réussite du bien culturel le plus vendu de France, le jeu vidéo FIFA, ou plutôt eSports FC 2024 désormais, et pour lequel Thibaut écrit les dialogues. Et outre le changement de nom de franchise, l'autre grande actu du jeu que nous apprend France Bleu Nord, c'est l'arrivée de la Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy du LOSC, qui devient le 4e stade français jouable sur console. Et cette confidence que me faisait un Thibaut soulagé hors antenne la dernière fois, heureusement qu'on peut désormais dire Decathlon Arena parce que c'est quand même fou qu'en 2023, des stades portent encore le nom de foutu socialiste exécrant le ballon rond. Putain, c'est clair que tout ça, ça a proliféré à une époque aussi vite que les punaises de lit et les migrants dans les cauchemars de Pascal Pro. Stade Pierre-Mauroy par-ci, Auguste Delaune, Francis Leblé et Léo Lagrange par-là. Oui, David? Ben oui, t'as raison. Heureusement qu'il y avait Sharon Delmas pour relever le niveau. Et t'as vu ce qu'ils en ont fait? Mettre des bourrins à la mentalité de BDE un jeudi soir avec un ballon ovale au milieu. Quelle indignité. Bon, et sinon, bien évidemment, la politique de ces 2 semaines, c'était les paroles homophobes qui ont résonné dans le Parc des Princes lors du PSG-OM. Des paroles qui ont choqué ministres et opinion publique, mais bien moins les habitués des tribunes. Si le temps et l'évolution des normes nous permettent désormais de prendre conscience que ces paroles n'ont rien à faire dans un stade, pas plus que dans la société, ils témoignent de la particularité du foot dont le folklore invoqué, certes factuel, est la meilleure défensive des partisans de ces chants insultants. Comme l'écrit Alexandre Debiève dans son édito Le folklore des stades sur le site de l'After Media. Et qui enchaîne, expliquant que le stade n'a pas vocation à être un défouloir où l'on se décharge du vocabulaire et des pensées les plus abjectes. En effet, il est grand temps que, comme les chants racistes, fort heureusement sur le déclin mais encore présents, que ce genre de paroles disparaissent une bonne fois pour toutes de nos tribunes. Par chance, la langue française est suffisamment riche et la créativité des ultras suffisamment grande pour les remplacer par d'autres punchlines ou insultes loin de tout caractère discriminatoire. Et qui sait, on pourrait même proposer un jour à Thibaut d'écrire tout ça. Merci beaucoup Flo pour Ouais, bravo, cette Flo. nouvelle revue de presse. Bon, je vais essayer, avant de basculer dans notre seconde partie, de résumer ce que vous avez dit pendant toute cette première partie qui fut intense. JB, toi, tu démarres en disant que les ultras sont partout et que ça permet évidemment à des commentateurs de se positionner sur ces sujets-là. Les ultras critiquent et c'est leur rôle.
Mais du coup, la contrepartie, c'est aussi qu'ils se font reprendre par des responsables politiques ou par d'autres fans, par exemple. Mais qui sont réellement les ultras? Pour toi, ce sont des objets politiques, d'abord parce que le spectacle dépend aussi d'eux, hem et aussi parce qu'ils sont limités partout. Tu donnes les exemples de la France, de l'Égypte, évidemment. Tu dis qu'on teste des lois liberticides sur eux, que l'ultra est un acteur du pouvoir, mais sans argent. Et j'ai malheureusement été, dérangé pendant la fin de ton intervention, donc je laisserai les les auditeurs se faire leur propre avis sur la fin de ton intervention. Je m'en excuse. J'ai reçu un petit message à ce moment-là. David, tu estimes, toi, que l'investisseur et les supporters ont une vision biaisée de leur rôle, que l'investisseur, quand il achète un club, ne peut pas tout posséder. Tu fais le parallèle avec les immeubles classés, par exemple. Selon toi, il n'est pas possible que les car les supporters sont il n'est pas possible de tout posséder, car les supporters sont les garants, le tuteur légal qui assure le fonctionnement du club, que l'investisseur ne pourra pas tout posséder, car il sera restreint par les ultras. Et à l'inverse, tu te positionnes aussi du point de vue ultra et tu estimes que l'actionnaire doit respecter évidemment les principes, de territorialité, par exemple, mais qu'il ne peut pas être considéré comme un employé lambda parce que les supporters ne représentent quasiment rien. Tu donnes le chiffre d'environ 8 des recettes qui est que la billetterie représente environ 8 des recettes d'un club. Donc pas de réel de pouvoir de décision ni de chantage, que l'ultra peut demander, réclamer, mais surtout ne peut pas exiger. Ils ne peuvent pas demander d'obligation de résultat envers les joueurs car ils n'ont pas d'intérêt économique, même s'ils ne doivent pas être des victimes passives de la politique de résultat. Tu donnes évidemment l'exemple des Girondins Leaks et tu estimes qu'il est nécessaire, selon toi, de mettre en place une coopération à l'allemande. Thibaut, à la question: «Les supporters sont-ils un contre-pouvoir utile?» Tu évidemment poses la question philosophique de la source du pouvoir légitime. D'où vient ce pouvoir? Tu donnes évidemment l'exemple des syndicats qui ne pèsent pas grand-chose démocratiquement, mais qui sont légitimes juridiquement. Et dans l'exemple marseillais, tu estimes que 2 clans s'affrontent frontalement et que pour comprendre ça, il faut revenir sur d'où vient le pouvoir dans le monde du football. Tu compares ça évidemment avec une entreprise classique qui est où le pouvoir vient du capital. Mais dans le foot, il y a plusieurs sources légitimes de pouvoir, notamment capitalistiques, institutionnelles, sportives, la légitimité aussi du pouvoir médiatique, où le football dépend des enjeux d'influence médiatique et surtout la légitimité affective, qui est un critère strictement footballistique. Quiconque aime un club se sent légitime et est autorisé de parler, et de critiquer ce club. Ce qui est un gros problème selon toi, car ce n'est pas mesurable et donc difficile à circonscrire dans le temps, d'où l'instabilité par nature et la difficulté d'échanger avec les ultras. Voilà, j'espère que j'ai réussi à schématiser un petit peu près ce que vous avez dit, sauf toi JB, je m'en excuse encore une fois et je vous laisse rebondir sur ce qui a été dit, dans cette première partie, avec toi JB. Alors déjà, j'espère que le texto était une bonne nouvelle et que tu vas enfin pouvoir serrer parce qu'à un moment donné, ton alcoolisme à l'olympique va commencer à poser un problème pour tes finances. Pas du tout, Non. c'est bah, écoute, Bah, j'espère. je vous C'est l'enver parce que, pour pas m'écouter, franchement, il fallait au moins qu'il y ait ça, quoi. je vous l'enverrai dans la conve. Parce que la légitimité affective, je veux bien, mais faut pas déconner quand même. Bon, mais revenons-en à nos amis ultras. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de David, sur le patrimoine, immémorial finalement que représente le club et sur le fait que, les ultras, sont des acteurs, qui vont, avec le package et ça m'a rappelé, 2-3 conversations avec des présidents de Ligue 1 qui, eux, avaient un discours parfois assez, business et qui me disaient, «Bah, si on pouvait se débarrasser des ultras dans un stade, un peu comme le fait le PSG à Boulogne, ça nous arrangerait». Parce que qu'est-ce que ça représente un ultra? Bah, ça représente des prix cassés. Alors ça représente de l'ambiance, hein, mais ça représente aussi un problème de sécurité. Ça représente des places qu'on est obligé de brader. Ça représente aussi, comme me l'a dit très justement, un président, 1 de mon travail, 90 de mes emmerdes et des menaces que j'aurais jamais eues dans ma vie, quotidienne, professionnelle, normale. Et c'est là où c'est assez intéressant de faire le parallèle avec ce que tu disais, Thibaut. C'est-à-dire que dans tous les mécanismes de légitimité, il y a un cas qu'on oublie, c'est que dans les sports US, les ultras n'existent pas. On a des consommateurs. Et on peut se demander si, dans une certaine mesure, on n'est pas en train de dériver tranquillement vers ce modèle-là. Si demain on avait dans les clubs, bon, ils n'ont pas le budget pour ça, mais si demain on avait cette culture-là, est-ce que finalement on se contenterait pas de stades sans ultra, où on a une ambiance comparable à celle par exemple du Stade de France, c'est-à-dire une ambiance sans âme, avec juste des gens qui sont là
faire la fête, hein, quand bien même ça nous énerve de faire la vague 350 fois par match. C'est une vraie question que je me pose, parce que l'ultra, il fait entendre finalement ce fameux folklore dont tu parlais, Flo, tout à l'heure. Un folklore qu'on a tendance à, imaginer comme étant, lié au stade et donc à la catharsis que ça représente, à cette société qui se pacifie dans les stades, qui donc se lâche dans les stades pour éviter de le faire, en dehors. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous imaginez, vous, finalement, des stades sans ultra, un peu comme on peut les voir, dans le golf, par exemple? Oui, Alors moi, oui. je me permets de répondre. Pas du tout, dans la mesure où, les ultras sont, par exemple, absents, alors, ultras/supporters sont absents au Royaume-Uni. C'est un phénomène qui a pas du tout pris au Royaume-Uni parce qu'il y a un type de supporterisme, pardon, beaucoup plus individuel. On voit que le mouvement hooligan, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de très organisé, c'est quelque chose de très individuel. Ça n'existe que à Crystal Palace, en Première League, qui est le seul club Ouais, à avoir des complètement. vrais ultras. Et pourtant, les supporters n'ont jamais été aussi soucieux de la protection, en fait, du club. Cette notion de custodian que j'évoquais, elle est vraiment très, très anglaise et jamais été aussi active dans la préservation de l'identité, voire même de l'existence des clubs. Je vais prendre un exemple très récent, c'est que, c'est un club qui a toujours navigué entre la Ligue 1, donc la 3e division et la Ligue 2. Là, ils sont descendus en 5e division et l'actionnaire ne peut plus payer, ne peut plus rémunérer personne. Les ultras, donc les supporters réunis en groupe ont levé 60 000 pounds en 48 heures, en fait, pour faire continuer le club. Idem, Luton, qui vient d'accéder à la Premier League, c'est le premier club dans ses parmi ses actionnaires significatifs, un système de socios. Swansea également, avant, a amené le club jusqu'en Premier League avec un supporters trust. Donc je pense pas, en tout cas en Europe, qu'on s'achemine vers, une forme de disparition complètement du supportérisme et de l'importance de ce supportérisme. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé chez Ougourlian, quand j'ai lu d'ailleurs cette passionnante interview, et bravo encore aux intervieweurs qui ont su tirer, je pense, 120 du moi je C'était m'attends très bien, ouais. moi je Franchement, Ils m'attendais à un c'était hein. très, mec très bien. Arrêtez de hyper cirer là, business. putain. Avec une Arrêtez de vision cirer. hyper, enfin, Amber Capital, c'est quelqu'un, je fais un peu long, je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui, c'est un investisseur assez agressif. C'est quelqu'un, en fait, qui se, Un précipite fonds activiste, on dit. sur un fonds opportuniste, un fonds agressif, un fonds que d'autres qualifieraient de vautour à la manière d'Eliott. Mais, son discours, c'est de se dire: «Moi, les supporters, j'ai pas envie de les emmerder. Il y a d'autres façons de créer que d'aller faire chier les supporters». Donc en fait, pour répondre à ta crainte, je dis pas que tu as tort, mais moi, je pense qu'on se dirige pas forcément vers une disparition du modèle ultra, même s'il y a des débordements, même si ça doit être canalisé, et au contraire, en fait, je pense qu'ils peuvent aussi être à l'avant-garde d'autres luttes, notamment la lutte sur les mesures liberticides, et je pense que, on aurait, tout intérêt à circonscrire le domaine de leur intervention, donc là, à essayer de les tenir le plus loin possible du sportif, mais à les écouter tout ce qui est, gestion, par exemple, de l'accueil des gestion de l'accueil des compétitions, liberté individuelle, préservation de l'identité des clubs. Je pense que c'est des gens qui ont encore beaucoup de choses à dire. Ouais, alors moi, il y a quand même des choses qui m'embêtent, moi, dans le pouvoir, ultra. Heu, c'est qu'il y a des choses que j'arrive pas. D'abord, le chantage aux encouragements. Je trouve que c'est, quelque chose d'omniprésent, auquel les directions cèdent beaucoup trop facilement. Qui ont peur de quoi? Qu'il y ait pas d'image de leur stade, qu'il y ait pas de fumigène et de banderoles dans leur stade? Chiche, pourquoi pas? Il y en a pas en Angleterre, il y en a pas, en Espagne, il y en a très peu, les gens regardent terre que la France, personne ne regarde un match, pour la couleur d'une banderole en tribune. Enfin, faut arrêter de dire, s'imaginer des choses qui n'existent pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Heu heu, que oui, qu'il peut y avoir une ambiance, d'accord, mais l'ambiance, c'est pas le fait simplement d'un groupe de 200 personnes. Enfin, c'est absurde, en fait, de penser ça. C'est une avant-garde autoproclamée de gens dont on ne sait pas d'où ils sortent,
qui décide tout à coup qu'il y a une seule manière de supporter ton équipe ou il y a qu'une seule manière d'être, de t'identifier à elle. Pour moi, du despotisme, en fait, ça a pas d'autre nom. Je rappelle que je vais être un peu dur, mais l'étymologie de fan, ça vient de fanatique, hein, de fanatisme. Moi, toute forme de fanatisme m'effraie, d'où qu'elle vienne et il y a un fanatisme du football aussi, enfin un fanatisme d'un club aussi. Donc je pense que le chantage aux encouragements est quelque chose qu'il faut absolument refuser, en fait. Parce que c'est la porte ouverte à la compromission. Après, quand tu vois la vie d'un club, enfin, je suis désolé, mais on a l'exemple du PSG. Pendant 6 ans, il y a pas eu de supporters. Quand tu vois la différence avec les supporters aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus plaisant pour tout le monde, non? Alors, c'est des supporters qui sont quand même validés, encadrés, dans une tribune bien Certes, particulière Mais certes, le stade certes. était-il vide pour autant? et le stade était plein. Mais est-ce qu'il était complètement insipide? L'équipe Oui. était-elle, plus mau quel impact réel ça a eu sur la vie du club? Sur les 2 premières années, Thibaut a raison, hein, sur les 2 premières années de QSI, il y a pas de su il y a pas de collectif Ultra Paris, hein. Parce que, derrière, il fallait une image pour le Qatar qui corresponde à l'image qu'on a en France du foot. Pour moi, C'est de la démagogie. c'était une forme de démagogie et c'est un système de groupe de pression, en faveur de ces groupes-là qui sont quoi qu'on en dise, leur discours est omniprésent, il y a une sorte de pensée commune, une sorte de conformisme, de complaisance molle, à l'égard de ces groupes, tant du point de vue de la presse que du point de vue de tous les amateurs de football. Personne ne se pose la question de l'existence de ces groupes. Je rappelle que ces groupes existent seulement depuis les années 80. Dans la plupart des cas, on parle de clubs qui sont centenaires. Qu'il y a une histoire, du supporterisme qu'il faut 87 connaître, à Bordeaux, tu as raison. 87 à Bordeaux, les années 80 quoi. Ça Oui, s'est je crois que organisé à c'est partir des 60 80. en Les Italie, Source Winners, c'est le Torino, le c'est le tout collectif, premier groupe ultra, je crois que c'est le Torino Ça suite au Superga en Italie, dans les années Voilà 60. et puis c'est l'arrivée des groupes hooligans en France dans les années 80. Enfin, faut voir l'histoire de ces groupes-là, c'est quand même pas des trucs super clean. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est la complaisance universitaire, la complaisance de certains sociologues à l'égard de ces groupes. On se bat pour essayer de leur trouver des excuses en permanence. C'est de la Traiter les gens radicalité comme par procuration, c'est-à-dire que Voilà, enfin et traiter des gens comme des enfants, c'est pas une manière de les honorer. Donc je crois pas du tout que ce soit une bonne méthode. Ça, c'est le premier chantage aux encouragements. Deuxième chose, les ultras, on en a besoin que quand ça va mal, parce que quand ça va bien, personne n'en a besoin. Et qu'il y a pas un ultra plus heureux que quand son club va mal, paradoxalement, parce il est seul, il est le dernier. Et c'est d'ailleurs au nom de ce statut de dernier qu'il peut ensuite faire son chantage aux encouragements. Après nous le déluge, après nous plus rien. Nous, on sera toujours là quand ça ira mal. Déjà, c'est une position de négociation qui est intenable, parce que si tu es là, tu dis que si comment tu peux exiger quelque chose si tu pars du principe que tu seras toujours là, donc tu peux rien exiger. Première chose et deuxième chose, c'est une forme de joie malsaine de voir son club. Je sais que c'est douloureux pour beaucoup, je respecte cette douleur-là, mais elle est pas un titre universitaire, elle est pas, un titre de propriété, mais c'est vrai que et tu as raison, c'est que paradoxal parce que c'est là, en fait, bah, où oui. ils acquièrent leur légitimité. Bien sûr, bien sûr, et c'est pour ça que c'est paradoxal. Dès qu'un club va mieux, il y a de moins en moins l'importance des groupes ultras et même parfois on s'en débarrasse. Et que si au Gourlian n'a pas de problème avec son public, très peu, il en a eu un peu, au début de l'année dernière, c'est aussi que son club va bien pour l'instant. Heu, Moi j'ai hâte de voir quand, si ça continue à aller mal, alors ça va un peu mieux les résultats, heu, il Mais justement, moi, et c'est dernier truc sur juste dis-moi? je vais répondre sur l'histoire de la consommation et consommateurs et autres, je dis: «Bah, pourquoi pas?» Il est où le problème en fait? On fait ça toute la journée. Les gens ils vont, à Leclerc, ils vont, pourquoi pas? Si un club si nous permet de nous débarrasser de la violence et débarrasser de discrimination, là, j'ai vu une histoire d'attouchement dans les tribunes de Rennes, si ça nous permet de nous débarrasser, des mouvements violents, des discours discriminatoires, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi. Je dis pas qu'il fa Si on pose l'alternative comme ça, si on nous dit: «Après nous le déluge», eh ben, le déluge. Eh ben, le déluge, allons-y. On va Et voir je si le football existe encore. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Thibaut. Et le politique va le regarder comme ça. Quelle est la solution la plus simple pour faire disparaître un problème quand ce problème est là? C'est pas par l'éducation que ça va se passer, c'est par justement l'exclusion et le fait de faire disparaître. Et c'est une tendance, hein. Le problème, c'est que on
qui est ultra légitimé tant d'un point de vue universitaire que d'un point de vue, politique. Mais tu es d'accord que c'est récent aussi parce que, bon là on est un peu vieux, mais il y a 10 ans, les ultras objectivement, C'est un peu le j'avais une question et c'est un peu le sens de ma question aussi JB, c'est que les groupes ultras existent depuis la fin des années 80 pour les plus gros clubs et sont installés vraiment dans les années 90 et je mettrai les hooligans à part parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils étaient là réellement pour le club ou pour d'autres Mais raisons, ça, c'est souvent encore une autre question ça, c'est mais encore autre chose les souvent hooligans. politiques non, mais c'est exactement. en si tant est que ce soit un truc à part après, ouais. Il y a évidemment des liens et c'est assez poreux, mais pour moi, c'est 2 univers qui restent quand même assez différents. J'ai la sensation que les ultras ont jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui et je pense qu'il faudrait peut-être remettre ça dans un contexte plus global aussi, où on est dans une société où aujourd'hui les gens ont l'impression que tout leur échappe. Ce qui justifie aujourd'hui aussi qu'on voit de plus en plus d'abstention ou de vote extrême d'un côté ou de l'autre. Et au final, à la fin, il y a rien de plus identitaire qu'un club de foot. C'est Et du on a cirque, vu c'est du cirque, ouais, du mais cirque. on a vu ces derniers temps des exemples d'ultra ou pas d'ultra d'ailleurs, parce que ouais, effectivement, là, on parle du microcosme français, mais on parlait de l'Angleterre où il n'y a pas forcément d'ultra. Et on a vu les protestations, notamment à Manchester United et à Liverpool, quand il y a eu le projet de Super League, où ils ont l'impression que les dirigeants ne sont là Et à Newcastle, ils que sont pour du descendus dans business. la rue pour remercier les Saoudiens d'être Exact, Ils venus, étaient d'ailleurs exact, je veux te dire, déguisés c'est en habits traditionnels à Newcastle. et n'importe quel, groupe de supporters ferait la même chose, dans Ah, n'importe regarde à quel autre Marseille, club. Regarde à Marseille, ils attendent que ça. ils attendent que ça. Donc exactement. c'est bien gentil de faire des leçons politiques, des leçons de morale, se prendre pour une avant-garde morale, et cetera. Moi, je conteste pas l'idée qu'on veuille que son club gagne. J'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui me gêne, c'est le fanatisme. C'est de s'imaginer que s'auto-proclamer, seul détenteur de la vérité sur ton club et que, au nom de ça, tu peux mettre des coups de pression, tu peux menacer, tu peux t'en prendre à ton propre club, sans de manière totalement impune et sans aucune mesure et avec les politiques qui disent bravo, Et il y a et un il qui ont peur et qui disent bravo. et moi, il y a un côté aussi, qu'on a tendance à oublier, c'est que l'ultra, il se présente comme le supporter le plus pur. Or, on sait ce que ça donne, ce genre de choses. Et ce qu'on voit et on l'a vécu, Flo, hein, quand on allait au parc, encore récemment, époque Messi-Neymar, on est quand même dans un moment où, tu as plusieurs types de supporters qui cohabitent. Des touristes, qui sont parfois insupportables, qui sont là pour autre chose, des supporters qui se présentent comme ultras et derrière, tu as cette quête de celui qui sera plus pur que les autres, qui était là avant, «Je suis là depuis 84, je suis abonné depuis 45 ans, je suis blabla». Comme si ça te donnait un surcroît d'intelligence et un surcroît de légitimité par rapport au reste et moi, ce qui me gêne avec les ultras, c'est ça, c'est-à-dire que, faut que toujours tu sois plus radical que l'autre et qu'à un moment donné, bah, ça passe non plus par le fait d'être en capacité de dialoguer avec les autres et je suis d'accord avec toi Thibaut sur la notion de fanatisme dans cette dimension-là. C'est que c'est à un moment donné, la présence de l'ultra est par définition, exclusive et elle va exclure les autres et ça, on le voit dans les tribunes. Aujourd'hui, tu es pas ultra, tu rentres pas dans les tribunes que sont les virages et c'est gênant. Tu vois? Là, je vais probablement enfin c'est pas que je probablement, je vais aller faire le derby de Turin et je vais justement être avec les ultras du Torino. Et c'est assez intéressant parce que le mode de fonctionnement n'a rien à voir. Dans quel sens C'est-à-dire il a dans rien la à voir? ouais, Bah, dans le sens où, je vais être avec les ultras, on va pas avoir le même, encadrement et cetera, qu'on va pas me poser la question, que ça va être festif du début à la fin, que forcément alors évidemment, là c'est le derby donc avec la Juve ça va pas être possible, mais tu vas discuter avec les autres à l'extérieur, il y a pas le même rapport à la violence et il y a pas le même, comment dire? Déjà que le folklore se modifie un peu. Ouais, le rapport à la violence, le rapport de la violence dans les groupes ultra italiens, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus Alors, de nous dans l'Europe occidentale. Il y a quand là, même eu je des te parle, scooters à Giuseppe Meazza qui ont été lancés d'un ouais, étage à un autre. bah, rappelez-vous qu'à Marseille aussi, hein. Mais bon, on va dire que c'est le sud. Non, ce que je vois moi simplement, c'est que, dans la construction du langage de légitimation, il y a une spécificité française aussi, qui est liée aussi à notre background historique actuel et à une dimension politique que tu soulignais, Flo. La dimension identitaire, elle joue et à un moment donné, On a quand tu es une né nulle part, tu es de passion là-bas. on a une passion en France pour les discours radicaux. Les discours radicaux ont toujours un certain prestige, ça date de Raymond Aron est le premier à l'avoir vraiment, thématisé dans l'opium des intellectuels. Le discours radical, donne un certain prestige dans la discussion. Il permet, d'acquérir, des parts de l'audience.
Là, du fait, Aron l'explique, de la tradition révolutionnaire française, du culte de la Révolution française. Heu, Ce qui fait qu'on a immédiatement une sympathie pour n'importe quel groupe radical, pour n'importe quel groupe qui se réclame de la révolution, de quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et c'est un réflexe pavlovien, quoi. Et c'est les groupes jouent de ça en permanence, consciemment et inconsciemment. Ils sont sans arrêt, se proclament comme une avant-garde politique. Et je trouve que c'est consternant quand on voit le spectacle de joueurs alignés face à des tribunes, de gens qui ne dirigent rien dans le club. Ils n'ont aucune responsabilité, ils n'ont aucune légitimité, si ce n'est une légitimité de cirque médiatique qu'on a à la fin d'un match, parce qu'Amazon Prime, il y a des caméras qui traînent. Il faut absolument se montrer pour pouvoir ensuite le montrer sur les réseaux sociaux. C'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. Et c'est le contraire pour moi de ce qu'est l'amour. Il y a une culture ultra, je le nie absolument pas. Mais la culture ultra est pas toujours la culture du football. Ce sont 2 choses différentes. Parfois, elles se mélangent, parfois elles s'excluent l'une et l'autre. Et j'ai parfois tendance à penser qu'elles s'excluent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'en fait, à mon sens, il devrait y avoir une imperméabilité en fait entre le phénomène ultra et le sportif dans un club. C'est-à-dire que et les 2 en fait pourraient cohabiter. Comme tu l'as dit Thibaut, le groupe ultra et les supporters sont jamais aussi utiles que quand ça fonctionne en fait, si tu veux. C'est une espèce Donc quand ça fonctionne pas, ou quand ça quand ça fonctionne fonctionne pas, pas. pardon, quand ça Mmh, fonctionne pas. mmh. C'est une es C'est le seul moment où ils sont utiles, parce que quand ça fonctionne, ça va tout seul en fait, tu non pas mais besoin non d'eux. non mais complètement, mais Les gens d'ailleurs sont contents d'aller au stade, tu vois? Il y a pas de mais c'est vrai que cette imperméabilité, en fait, par rapport aux sportifs, pour moi, elle est absolument essentielle. On a vu là il y a encore eu un cas cette semaine, c'est Chansiri, c'est le propriétaire de chez d'ailleurs, c'est enfin l'ancien club de Chris Waddle, c'est important, pour hein, nos mmh. auditeurs français, un des 2 clubs de Sheffield, donc un club important. Heu, Ce Chansiri a racheté le club à Milan Milandric en 2014, qui était ancien propriétaire de Portsmouth, Milandrich, un club qui allait mal. Il les emmène 2 fois en play-off, en 2015-2016. Ils montent pas, ils vont notamment en finale de play-off, mais ils tombent à chaque fois qu'ils montent contre Hull et contre Huddersfield. Et comme beaucoup d'équipes de Championship, il prend des risques financiers, il est sanctionné de points de pénalité, car le fair play financier domestique est tout autre, autrement plus sévère que notre DNCG en Angleterre. Et il passe 2 années en Ligue 1, en 3e division. Là, il remonte. Et le début du championnat est catastrophique. C'est-à-dire que c'est le pire début de championship pour Sheffield Wednesday. Mais on parle d'un propriétaire qui certes, en fait, a les prix des billets les plus chers de championship, mais qui sort de sa poche 2 millions de pounds par mois. Et c'est vrai qu'il y a une protestation très virulente contre la gestion essentiellement sportive, et c'est difficile d'expliquer à un investisseur que qui dépense 2 millions de pounds par mois, qui veut bien faire parce que à la base, je connais très, 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 très peu, pas d'investisseurs qui veulent échouer. C'est-à-dire qu'il y a un alignement d'intérêts. C'est aussi ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et il a décidé de plus financer le club, en fait. C'est-à-dire que les protestations, à tort ou à raison sur la gestion sportive, mais sont allées tellement loin que, grosso modo, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'investir au risque de détruire de la valeur, de détruire son investissement. Donc c'est vrai que cette façon d'outre-rôle, d'aller constamment jouer sur le terrain sportif, de, ça peut être destructeur de valeur et dangereux économiquement aussi pour la survie du club. Alors que, j'en suis certain, ces supporters ont aussi à cœur la réussite et la survie de leur club. Donc ce serait contre-productif. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser exactement à ce qu'a fait Textor, dans son dernier communiqué concernant l'OL, où, il parle aux supporters, de l'implication des joueurs et cetera, en promettant monts et merveilles pour le prochain mercato, alors que tout le monde sait qu'ils cherchent de l'argent. Et finalement, il parle aux supporters alors qu'il ferait mieux de s'occuper du club, quoi. Et il y a une forme de, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur la gouvernance et sur le sportif, il va s'occuper de mettre en place un contre-feu médiatique pour essayer de calmer ses ultras, alors que quand tu lis le communiqué, tu te dis: «Mais il a pété les plombs en vérité».
il sait pas comment ça marche. Il parle à une frange extrêmement limitée, alors que, la réalité, c'est que personne l'attend là-dessus. Tu as mis un nouvel entraîneur, tu as fait ce qu'il fallait, tu attends, quoi. Et ça montre aussi l'ampleur, mais presque démesurée qu'ils ont pris, là, depuis quelques années et a fortiori, quand les projets de reprise sont aussi, complexes. On l'a vu avec Bordeaux, on le voit Mais ap heu, avec Lyon, hein. mais après, tu vois, le réflexe, en fait, mais c'est commun à absolument tout et à travers toutes les époques. Quand Tapi arrive au club, immédiatement au club de supporters. Ils s'assurent leur soutien. Quand Gérard Lopez arrive au club, 30 ans plus tard, il s'assure le soutien des ultramarines qui ont d'ailleurs «auditionné» entre guillemets, quasiment tous les candidats à la reprise. C'est-à-dire que nos ultras ont auditionné tous les repreneurs. Ils avaient parlé à Didier Quillot, ils avaient parlé à Pascal Rigaud, ils avaient parlé à Gérard Lopez et après, ils ont aiguillé le choix populaire à tort ou à raison, vers Gérard Lopez. Donc, Et c'est déjà eux qui avaient poussé Thiodé et surtout Longuepé au départ avant. garantir, exactement, garantir le se ga acheter la paix sociale, c'est devenu essentiel. On voit que Parce que les institutions sont très faibles. tout à fait, absolument. Bah, surtout que là, en fait, si tu veux, avec des résultats financiers et sportifs catastrophiques, avoir le soutien des ultras, avec un business plan aussi périlleux, avoir, l'approbation, de la vox populi ou en tout cas la bienveillance des ultras, c'est absolument Moi, ça m'agace beaucoup de toujours de qu'on identifie l'amateur de football, qu'on traîne, qu'on l'assigne, un peu comme on parle d'assignation identitaire. Il y a un peu la même chose dans le football. On est obligé, en fait, d'être pour un club, on est obligé d'être supporter d'un club, ton comportement est largement codifié. Tu vas avoir tel type d'attitude, tel type, c'est très extrêmement normatif. Tu as pas le droit juste d'aimer le football. En fait, moi, il y a une époque où tu avais juste temps. Là, maintenant, tu es obligé d'être supporter d'un club, tu es obligé de te présenter comme ça, tu pas le droit de changer. Si tu changes, tu es un footix. Si, tu as envie de regarder autre chose, c'est que tu es un consommateur. Si tu as envie de t'acheter un hot dog, pendant que tu bouffes ou tu veux ramener ta gamine, bah, ça veut dire que tu es un consommateur et que tu détruis le football populaire. Enfin, je veux dire, on est dans un délire, complet de radicalité postiche parce que tout ça est du vent, parce que ça se repose sur rien. Ni sur des conseils d'administration, ni sur des pouvoirs réels, c'est uniquement du pouvoir médiatique, du pouvoir, de visibilité et le pouvoir et les insti parce que les institutions sont faibles, on a de cesse de servir la soupe à une poignée de marginaux, qui, on l'a vu comme à Marseille, qui sont capables de foutre un club en l'air en l'espace d'une seule réunion. Je veux dire, c'est hallucinant l'apathie que le silence qui a régné après l'intervention de ces énergumènes. Personne n'en a rien dit. Personne ne s'est indigné. On a essayé de leur trouver des excuses, trouver que, bah, Longoria, il était pas très costaud. Mode de vie, sous-entendu, bon, une sexualité qu'on ignore, exactement le centre d'intérêt. Il a un manque de caractère et quand même, Marseille, c'est comme ça. Je me suis embrouillé avec Daniel la semaine dernière à cause de ça. Je trouve ça, scandaleux, bah, en c'est fait, surtout la la scandaleux. la carte, la carte sortie de prison, Marseille, c'est comme ça. C'est-à-dire que ça excuse absolument tout. Le contexte, c'est un espèce Bah, de ouais, grand magma, une espèce bah, de le boîte Moyen Âge, noire. c'était comme ça aussi. Enfin, je veux dire, le Moyen Âge, on est sorti du Moyen Âge, aussi en se disant: «Bon, bah, peut-être que on peut peut-être s'améliorer, peut-être l'idée d'éducation, peut-être l'idée de pas toujours commettre les mêmes erreurs». Voilà et puis le discours marseillais, c'est quoi un Marseillais? J'aimerais bien savoir. Parce que OK, c'est cosmopolite Marseille, mais quand on dit qu'un tel qui est pas marseillais, qui est pas supporter à Marseille, il peut rien comprendre et tu un espèce de discours exclusif à l'égard du Marseillais du dehors. Pardonnez-moi, mais ça importe un nom, ce genre de choses. Donc c'est tout ça est en fait un univers de bouillie intellectuelle, dans lequel tout le monde se complaît parce qu'il y a des parts de marché et que ça donne une visibilité. Mais je trouve ça et je répète les scènes de joueurs en file devant les tribunes, c'est consternant. Consternant de Et on bêtises. le paiera. Il y en a même eu à Clermont avec la pelleteuse derrière, c'est quand même chaud. Non mais c'est consternant, enfin je veux dire c'est consternant de vouloir absolument faire ce que font les autres. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette mentalité enfin, excusez-moi, mais c'est et tout le monde dit bravo, tout le monde trouve ça formidable, comme non mais attendez, c'est quoi ces attitudes-là? C'est du despotisme ça peut être comme ça, hein. Vous allez faire quoi après?
Vous allez chez eux, vous allez les taper, vous allez faire quoi en fait? C'est C'est faut se c'est souvenir de ce qui s'est passé avec Neymar, hein. On aurait pu avoir un vrai problème, hein, J'y étais oui, pas, oui, hein. en plus. Non, mais parce qu'ils sont rentrés dans la maison. mais moi je reviens Non, non, mais mais C'était moi je pas moi, reviens hein. non, non, mais à ce qu'on dit. en dehors de la vanne sur Neymar, ils sont rentrés dans une propriété privée d'un joueur Ils sont pas à rentrés. cause de ses performances. Ils sont rentrés, il y en a 2 qui sont rentrés. Ouais. Le gros des supporters était dans la rue. Oui, C'est mais déjà trop. encore heureux. Mais là, tu es quand même à un stade où, à un moment donné, tu légitimes la violence sur quelqu'un qui est juste un professionnel du sport. Mais violence qu'en plus qu'on a déjà vu à l'époque au PSG, notamment au camp des loges et à À la Marseille commanderie à l'OM, aussi. À au cœur Marseille, des années Ouais, 2000. mais Les les joueurs voitures, qui avec sortaient Lucho, dans ouais. le dans le les, dans le coffre de leur voiture, il y en a eu énormément. Mais après, ça revient, moi, ce que je disais dans ma présentation, c'est obligation de moyens, obligation de résultats. Les joueurs et l'actionnaire a une obligation de moyens. Il doit tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat, mais il ne peut pas être blâmé outre mesure de l'absence de résultat, à partir du moment où il met tout en œuvre pour l'atteindre. Et c'est ça, en fait, qui dérange profondément. Eh bien, merci, ce sera le mot de la fin pour, cette, émission, parce qu'on a été un petit peu long cette fois-ci, C'est un sujet 1h10. qu'il On méritait, je va pense. Oui, c'est un sujet qui méritait et je pense on va se faire des que, potes encore, ça. je pense qu'il y Ouais, fais a évi attention à nous sur les clippings, Val, là, parce que T'inquiète, je vous mettrai, en parallèle avec, Valeurs T'inquiète, on va te Actuelles donner la Podcast. sécurité. T'inquiète, Bon, on va quand même clôturer évidemment avec nos petites recommandations, hebdomadaires et je te laisse commencer JB. Moi, je vais vous conseiller un livre qui est très facile d'accès, ça s'appelle La guerre de l'information de David Colomb chez Talandier. C'est une vraie réussite. David Colomb, facile à digérer. Ouh là là, bien Waouh! joué! Très, très bien. Très, très bien. Je vais m'arrêter là. Ouais. David? Pardon, au dénommé David Colomb, je suis sûr que son livre est formidable. moins à l'aise en Afrique, je pense. Je m'appelle Le Plat, donc je me permets de faire des blagues sur les patronymes. Donc voilà. En tant que Le Plat, en tant qu'handicapé patronymique, je me permets de... En tant que sosie vocale, je valide cette remarque. Bon, allez David, je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Alors, recommandation que j'ai déjà donnée, aujourd'hui sur Twitter, mais je le tu l'as c'est le documentaire sur la disparition, d'Agnès Leroux, pour rester d'ailleurs à Nice, qui était l'héritière du palais de la Méditerranée et donc c'est un documentaire qui est super bien fait en, 3 épisodes d'1 heure, avec des témoignages de proches et c'est hyper bien filmé, hyper bien documenté. Pour moi qui suis, g en bon picard, qui suis fan de faits divers, heu Bah oui, forcément, ouais. Baigner au pays C'est d'hiver, Bah, vraiment, là, c'est le... Ouais, biberonné Flo adore aussi. Flo adore aussi en tant Ah, que c'est une spécialité bourguignon, locale. ouais, en tant que voilà, c'est bourguignon, ouais, c'est vrai. Toi, vous avez chauffeur de bus, on a les routards, nous, mais bon, chacun ça. Donc voilà. Thibaut? Moi, je voulais recommander un livre que j'ai lu il y a quelque temps, mais qui est un peu d'actualité parce que son auteur sort un nouveau livre. Pour ceux qui veulent penser la loose et les défaites, Les vertus de l'échec de Charles Pépin, c'est pas mal du tout pour ceux qui veulent, je pense aux Lyonnais notamment, Non, mais nous aussi, hein. de cette équipe, Il au y en a bord de... pas, il y en a pas et moi je suis supporter du Red Star, donc je Parce que c'est un livre de philo accessible pour les gens qui sont pas habitués. C'est bien, il y a des Pour les exemples, il y a gogoles des exemples de comme Val et sport. moi, quoi, c'est ça le message. Non, non, c'est pas ça, c'est que c'est un bouquin grand public, donc c'est la vulgarisation, mais bien foutu, avec des bonnes références. Et il y a notamment pas mal de sport dedans, notamment du foot. Donc, et tu m'étonnes, tu parles de loose. ouais, tu m'étonnes, ouais. Donc voilà, lisez ça. Charles Pépin, d'une manière générale, c'est à mettre entre de bonnes mains. Enfin, c'est plutôt une saine lecture en philo, c'est plutôt de qualité. C'est noté. C'est d'ailleurs Flo? un ancien prof à Danielo, où Ah. j'ai moi-même étudié. Très bien. Flo? Eh ben, merci pour les vertus de l'échec. Transition toute trouvée pour moi, parce que je vais vous parler de cet homme, Thibaut Ah oui. Pinot, qui va Oh là là. disputer. Oh, alors, on ne parle pas de fanatisme, mais là, moi, je le suis complètement sur Thibaut Pinot. Et bah, il va disputer sa dernière course ce samedi, à l'occasion du Tour de Lombardie, sur un des monuments, une des plus grandes classiques, qu'il a remporté, après avoir également fini deuxième. Qui est Et du coup, probable. ta recommandation, Flo, c'est parce C'est que de tu l'as regarder tu ce l'as tour, c'est de regarder ce Tour de Lombardie et de ah OK, prendre je un crois paquet de Ouais, mec, Kleenex à côté. c'était les aides maintenant. Non, mais si. parce que tu as montré, pour être tout à fait précis, tu as montré, Oui, je le magazine le conseille dernier Pédale. numéro de Pédale. Je le Voilà. conseille aussi, le dernier numéro de Pédale, mais il me semble que je l'avais déjà recommandé sur la fin de saison dernière, avant le début du Tour de France. Donc non, regardez le Tour de Lombardie, c'est une des plus belles courses cyclistes. Ça va y avoir un niveau assez monumental quand on a vu ce qui s'est fait sur les semi-classiques italiennes cette semaine et le week-end dernier. Mais au-delà de ça, ça va aussi être l'occasion de profiter une dernière fois des coups de pédale de Thibaut Pinot.
JB, tu voulais rajouter un truc? Ouais, il y a chez Solar, un bouquin qui est sorti ou qui va sortir qui s'appelle «Les perdants magnifiques» et justement le dernier chapitre est consacré à Thibaut Pinot. Il y a un superbe chapitre sur Socrates, et le mondial 82. Ça fait partie de ces C'est acteurs du original. sport. Bah, bon, Pardon. c'est plutôt pas mal C'est un écrit. Niçois Enfin, d'ailleurs, Xavier Garcia, Garcia, ouais. Garcia, c'est un Niçois élu socialiste à la mairie de Nice, c'est assez rare Ouais. pour le signaler. C'est Cobos, Ah. c'est Cobos qui va être Alors content. excusez-moi, j'enlève cette référence de Voilà. suite et il me faut quelqu'un Non, de mais droite. c'est Alors il y pas- a les forces spéciales, unité C'est d'élite. pas, c'est pas, Il va- c'est pas un défaut, c'est même plutôt un exploit quoi. À Nice d'arriver à, Ah ouais, ouais. avoir été, je crois, il a été au conseil municipal, je crois qu'il n'y est plus. Mais non, mais j'ai rien contre les modérés. Extrême centriste. Tu vois, toi aussi, t'es un peu Extrême centriste. pardon. ultra centriste, on va t'appeler maintenant, tu vois. Moi, je vais clôturer ces recommandations avec une petite recommandation musicale et multigénérationnelle, puisque je voulais vous recommander la réédition du dernier album de This Is, Pète que les vous plombs. avez connu, bah voilà, exactement. This Je Is pète la les plombs peste. dans le début des années Vous 90. connaissez, vous, This is la peste, ça vous, Bah voilà, ça sauf vous qu'il parle s'appelle, sache qu'il ne s'appelle This plus Is This Is maintenant. la peste, qui s'appelle maintenant juste This Is et qui vient de sortir la réédition de son album qui était déjà magnifique. Là, il a ressorti une réédition qui est absolument parfaite aussi, qui n'est plus du tout du rap d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est multigénérationnel, c'est-à-dire vous pouvez vraiment écouter. JB, fais pas cette tête-là. Quoi, le rap, c'est la musique de vieux, c'est ça que ça veut Mais non, dire mais c'est un Non, peu mais comme justement, Soprano. dire. Soprano Ah non, était, c'est il la était dans les psychiatres de la rime et depuis, il fait un peu plus variété. C'est ça. Bah, Voilà. c'est perdu quoi. Mais non, excellente réédition que je recommande chaudement. Et voilà, et on va terminer cette émission là-dessus. Merci encore les gars pour cette nouvelle émission. On reviendra évidemment comme d'habitude la semaine prochaine. Je dis comme d'habitude, mais en même temps il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, donc je précise qu'on sera là évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Semaine prochaine, je sais pas. Bah non, pardon. On en rediscutera après, mais Parce voilà, que je on suis se à débrouillera. l'after, la semaine prochaine. On se débrouillera. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à nous faire des petits dons sur notre cagnotte Helloasso, je le répète, c'est très important pour nous. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cette émission, merci les gars, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut les gars.